Bonjour à tous qui sont en visio, que je n'ai pas encore salué. Donc, moi, je suis Florence Pupier. J'ai effectivement été là au début des premiers groupes React et je crois qu'on a vécu ici dans cette salle des émotions incroyables quand on a rencontré les premières familles, parce que c'était la première fois qu'on se retrouvait dans cette situation, effectivement, avec des gens qui étaient aussi attentifs aux conseils qu'on pouvait donner. Et puis, il y avait une charge émotionnelle aussi qu'on ressent différemment quand on est en consultation, mais qui était partagée avec les familles et qui, moi, m'a donné l'impression que les groupes de parents, c'était un peu l'avenir. À partir de là, moi, ça m'a vraiment construit professionnellement. Je me suis dit, voilà, il faut qu'on mette beaucoup plus en avant les ressources des familles et le collectif pour arriver à les aider. Parce qu'on voyait effectivement dans ces groupes des familles qui, en individuel, seraient restées sur un truc, beaucoup de culpabilité. Et une fois que c'était partagé avec d'autres, on voyait vraiment des choses au niveau émotionnel qui étaient traitées comme s'il y avait un traitement émotionnel de la charge. Et bon, moi, j'ai trouvé ça vraiment génial et challengeant. Et puis, à ce moment-là, je suis partie à Grenoble en 2020. Ça faisait un petit peu de temps qu'on travaillait ensemble. Et je suis arrivée dans un contexte complètement différent. Déjà, le secteur pédopsychiatrique n'avait absolument pas d'accès, ne serait-ce qu'au diagnostic du TDAH ou de façon confidentielle. Pas un seul groupe par an, que ce soit pour rien. Aucun groupe par an. Donc, moi, j'étais biberonnée au Barclay, donc je ne comprenais pas trop. Donc, j'ai bien vu que je ne trouverais pas du tout ma place en pédopsie générale. Donc, je suis allée dans le secteur de l'autisme parce que j'ai l'impression qu'on parlait le même langage. Et là, je me suis donc spécialisée dans l'autisme et en me disant, bon, bah, pour l'instant, je ne vais pas faire du React. Vous m'aviez sollicité, j'ai dit, mais je ne peux pas faire du React. Il faut que j'apprenne sur l'autisme. Mais évidemment, ça revient, les réflexes, parce qu'évidemment, vous vous doutez bien que dans l'autisme, il y a évidemment de quoi vraiment, je vais vous le montrer maintenant, créer du comportement tyrannique. Mais du coup, la question, c'était vais-je être capable d'accompagner des parents avec la méthode React dans les situations où ils en sont et étant isolée comme j'étais dans cette vision des choses. Ça va? Ça vous va comme introduction? Donc, j'ai réfléchi un peu à ce que je voulais vous dire de plus. Je ne sais pas où je pointe. J'ai pas complètement perdu mon temps parce que dès les premières années, j'ai fait beaucoup de formations sur le TDAH, sur le groupe Barclay, avec l'aide aussi du professeur Biolac qui arrivait presque en même temps que moi, qui était spécialiste du TDAH, qui a donc nomination universitaire à Grenoble, ça fait du bien. Et puis j'ai commencé aussi à dire aux gens, vous ne connaissez pas le programme React, et j'ai aussi mis ça au programme de formation de l'hôpital psychiatrique où je travaille. Donc je travaille dans un centre de ressources autisme et j'ai une unité d'hospitalisation de jour pour les troubles du comportement chez les TSA de 6 à 18 ans. Là aussi, je vous passe les détails de ce que j'ai vécu dans ces services-là où il y avait de la maltraitance, il y a eu du turnover, c'était très difficile. Donc, une fois que je me suis relevée de tout ça, on va dire que évidemment, j'ai quand même identifié les comportements tyranniques aussi chez les différents types de patients. Et je me suis dit qu'en fait, l'autisme, c'était un peu la situation un peu type qui pouvait créer du comportement tyrannique parce qu'il y a la même dysrégulation émotionnelle que pour le TDAH. Et surtout, quand la famille reçoit le diagnostic de TSA, c'est pour eux, c'est l'annonce d'un diagnostic de handicap, en fait, qui relève d'un handicap, alors plus ou moins sévère, mais qui va les poursuivre toute leur vie. Et donc, à côté de ça, on a sorti très vite nos préconisations de l'idée qu'il va falloir former la famille à s'adapter aux besoins de l'enfant. Donc voilà, il y a déjà un petit peu le contexte qui peut faire tout le lit de la suradaptation. On va tout de suite proposer des groupes parents. Donc là, pour le coup, dans l'autisme, ça, c'est bien fait. Les associations de familles, évidemment, ont permis de lancer les stratégies nationales sur l'autisme, avoir des CRA qui sont quand même bien organisés, avec une politique centralisée, avec le GNCRA. Donc là, on a l'obligation dans les CRA d'avoir des groupes pour familles. Donc, quand on annonce diagnostic, on a des groupes de parents. Ils peuvent ressentir aussi cet appui qu'on peut ressentir, voilà, qu'on a besoin de ressentir quand on est parent, de ne pas être tout seul. Et donc, on leur apprend, en fait, on leur dit, bah voilà, il va falloir que vous vous formiez un petit peu pour pouvoir vous adapter aux besoins de votre enfant. Et quand vous voyez des comportements qui vont émerger, qui s'appellent les comportements défis, eh ben, on va vous accompagner avec des stratégies comportementales. OK. Et le parent, je vois rarement des parents qui ne sont pas obligés de faire déjà un premier sacrifice
sur leur fait qu'il y en a un qui va devoir arrêter de travailler. Parce que quand ils vont avoir 3 préconisations de soins par semaine, il n'y a pas de parent qui peut travailler, c'est impossible. Donc, vous voyez déjà le facteur de risque que ça devient. Alors, cependant, je ne critique pas l'adaptation des parents, parce que moi-même, je la préconise et je pense que c'est indispensable. Le fait que les parents comprennent le trouble de leur enfant et s'adaptent et changent des stratégies, ça va vraiment permettre que l'enfant diminue son anxiété et c'est indispensable pour qu'il améliore son développement cognitif. Là, je parle notamment là des autistes sévères. Si les parents ne sont pas accompagnés pour mettre en place un outil de structuration, des outils de communication, ils vont faire face à des comportements défis pas possibles et surtout l'enfant, il va évoluer dans la déficience intellectuelle s'il ne sait pas parler, s'il ne sait pas communiquer et s'il peut ne pas faire aucune activité d'apprentissage, alors il va être dans déficience. Donc, c'est énorme comme truc de dire, il va falloir que vraiment les parents ils deviennent spécialistes, un peu, accompagnés mais un peu spécialistes. Et c'est aussi comme ça qu'on va diminuer les comportements défis. C'est vraiment ça, le monde de l'autisme, c'est si un comportement défi, c'est qu'on ne s'adapte pas assez à l'enfant et qu'il faut trouver une autre stratégie. D'accord? Okay. Alors, ce que je vois comme risque de suradaptation, alors je vais commencer par la partie des enfants non verbaux. Donc, imaginez les autistes qui ne parlent pas, ils peuvent arriver par exemple à 10 ans dans mon service, ils n'ont aucun outil de communication et il y a un parent qui est H24, en général c'est la maman, qui ne travaille plus mais qui ne vit plus en général du tout d'ailleurs, et qui vit avec son enfant non verbal qui va présenter un certain nombre de troubles du comportement à la place de communiquer. Ce que j'ai vu, par exemple, là, c'est vraiment mon expérience. Je ne dis pas, c'est pas la science ou pas, mais ce que j'ai vu où je me suis dit, les parents sont quand même dans une situation de suradaptation et ils sont quand même tyrannisés par leur enfant, même si l'enfant n'en a aucune conscience, évidemment. Des mamans qui laissent l'enfant utiliser leur corps pour communiquer. Et du coup, quand ils sont petits, c'est sympa, mais quand ils ont 10 ans, 14 ans, qui commencent à faire 100 kilos et que pour obtenir quelque chose, ils poussent, ils tirent la main, ils tournent le visage de leur maman ou ils l'utilisent aussi comme un doudou, comme un objet sensoriel, c'est chaud. Donc, il faut vraiment, ça c'est un message vraiment très rapide à faire passer aux parents qui sont dans cette situation. Attention, ne les laissez pas s'exprimer à travers votre corps. C'est pas une bonne chose que vous leur c'est pas un service à leur rendre à long terme. Il va falloir effectivement que les parents soient guidés pour rediriger vers un pointage. Par exemple, taper pour obtenir, c'est pas ça. On va leur apprendre à pointer ou à utiliser un outil de communication. Mais il faut surtout pas laisser son corps à la merci de son enfant. Deviner et répondre à une demande qui se cache derrière un comportement des filles. Donc les parents autistes sont super bons pour décoder ce que personne d'autre ne comprendrait. Du coup, les parents sont les seuls à pouvoir s'en occuper et ils comprennent tout. Ils disent ah oui, quand il se gratte l'oreille, c'est qu'il veut, je sais pas quoi. Donc c'est super, c'est génial. Mais il y a un moment aussi où ça va être ah quand il se tape la tête ou quand il me tape, c'est qu'il a ça. Et c'est indispensable que les parents le comprennent. Mais il y a un moment où si les parents ne sont pas accompagnés, ils vont se dire, en fait, c'est sa façon de communiquer, et ça sera comme ça toujours. Donc, ils vont répondre aux demandes pour des comportements défis. Peut-être en sous-évaluant les compétences de leur enfant, parce qu'il y a des enfants dont vous ne pourrez jamais penser qu'ils pourraient évoluer. Vous leur donnez un outil de communication, ça leur dira, ils seront capables de donner un picto pour demander à manger alors que les parents pensaient que non, ce n'était pas possible. Donc en fait, s'ils sous-évaluent les compétences de leur enfant et qu'ils ne sont pas bien accompagnés, qu'ils répondent au comportement des filles, alors l'enfant va apprendre que pour obtenir à manger, il faut mordre, il faut taper, il faut se jeter par terre. D'accord? Ça, c'est clair pour vous? Et donc, ça, c'est pas non plus évident la tête des parents qui ont la tête dans le guidon, qui ont parfois eux-mêmes un trouble du neurodéveloppement, il faut le dire. Hein. Et donc, ça, c'est hyper important. À nouveau, c'est la question de la prise en charge assez précoce et de bonne qualité surtout. Ce qu'on voit aussi chez les enfants non-verbaux, c'est des parents qui se sont mis en mode sacrificiel et qui font tout à la place de leur enfant. Et du coup, on voit que finalement, l'enfant, il a peut-être plus de compétences que ce qu'il montre à la maison parce que quand ils veulent sortir, ils tendent le pied pour qu'on leur mette la chaussure, ils ne remontent pas leur pantalon, alors qu'en fait, sur d'autres lieux, ils y arrivent. Donc, même les verbaux font ça. Mais d'ailleurs, je l'ai mis dans la diapo d'après parce que je trouve que ça aussi. C'est-à-dire, mon enfant a un handicap, donc en plus, je suis un peu coupable parce que c'est un peu génétique, donc je vais l'assister. Et c'est là que, là aussi, c'est le piège parce que l'enfant, en fait, ne progresse pas non plus. Il ne faut pas que les parents fassent tout à la place. Et c'est trouver le juste milieu entre je m'adapte assez et je ne m'adapte pas trop. Et le dernier écueil que j'ai repéré, c'est ne jamais confier son enfant à un tiers au risque de l'angoisser. C'est-à-dire, on sait que
L'enfant n'aime pas le changement, la nouveauté. Les autres ne vont pas comprendre ses besoins comme moi, donc je peux le donner à personne. Mais ça, c'est le risque de burn-out, il est téléphoné là. Je veux dire, les parents, ils finissent sous antidépresseurs s'ils n'ont jamais personne à qui ils peuvent faire confiance. Et surtout, si on a un enfant très handicapé, alors on va forcément, quel que soit notre degré de sacrifice, on aura besoin d'autres personnes, absolument. Donc, dans les alternatives, ne pas répondre aux demandes formulées sous la forme d'un comportement défi, utiliser très très vite un outil de communication augmentée alternative, donc ça va être apprendre des gestes de communication, des échanges de pictos, des tablettes de communication, n'importe quoi qui fasse qu'ils puissent passer par un autre moyen pour communiquer. Ça, effectivement, il faut trouver des gens formés, il faut être accompagné, que les parents soient guidés, c'est pas juste une demi-heure dans le cabinet de l'orthophonie. Amorcer un geste, par exemple, je parle de l'exemple de tendre le pied, bah, commencer à lui mettre peut-être la languette, on le laisse finir, ou inversement, on commence avec lui, mais on ne va pas jusqu'à la fin du geste, ce qu'on appelle le chaînage. Et donc ça aussi, c'est des techniques que les parents doivent apprendre pour que leur enfant progresse dans l'autonomie. Faire appel à du répit spécialisé. C'est vrai, très tôt, il ne faut pas se dire bah, l'enfant ne va plus à l'école parce que l'école ne peut pas le gérer avec ses comportements. L'IME, il n'y en aura pas avant 5 ans. Les parents arrêtent de travailler, ils vont non-stop. Il faut qu'ils aient quand même du répit. Il faut qu'ils aient des centres de loisirs et des centres de socialisation. En plus, l'enfant, lui aussi, il en a besoin. Il a beau être autiste, il a besoin aussi d'autres exemples d'endroits. Et donc, je pense qu'il faut très vite aider les parents à passer à des demandes de répit qui font l'objet de demandes sur la MDA. Maintenant, si on regarde sur le profil verbal, donc c'est-à-dire des enfants qui parlent et qui n'ont pas de déficience intellectuelle ou au moins pas de déficience intellectuelle profonde, ce que j'ai observé comme exemple de suradaptation, c'est renoncer à tout cadre par peur des crises ou par culpabilité. C'est-à-dire, bah, mon enfant est autiste, donc il peut accepter aucune contrainte, aucune frustration. Et ben, si en plus vous leur apprenez pas la frustration, ça c'est complètement catastrophique aussi par la suite. Je vois aussi le tout faire à sa place. Et j'ai vu aussi, on va réduire vu que l'enfant il a besoin que tout soit toujours pareil et rien ne soit angoissant, et ben, on va réduire notre champ d'action, d'activité, de nouveauté, parce qu'il a besoin d'immuabilité. Mais en faisant cela, malheureusement, on accentue la rigidité. Dans les alternatives, pour moi, il faut se faire aider par un éducateur spécialisé pour trouver le juste milieu dans les exigences. Peut-être l'éducateur, il va vous dire, attendez, là, vous attendez de lui quelque chose dont il n'est pas capable de faire avec son trouble du neurodéveloppement, vous attendez trop. Au contraire, là, vous attendez pas assez, il est capable de ça, mais il a pris l'habitude de ne pas le faire avec vous parce que vous faites à sa place. Si vous n'avez pas un tiers qui vous dit et qui connaît l'autisme, je ne vois pas comment vous faites ça. Utiliser une roue des émotions en cas de crise pour valider sans vouloir calmer, c'est-à-dire toute émotion négative, on ne peut pas l'éviter, il va passer par des émotions négatives. L'enfant autiste, il est frustré parce qu'il ne communique pas bien, il ne comprend pas surtout pourquoi, dans quel contexte on lui dit non. Par exemple, pourquoi ces chips, on peut les avoir à l'apéro et on ne peut pas l'avoir à 4 heures de l'après-midi. En fait, c'est la structure la structuration de l'espace et du temps qu'on propose avec Teach, c'est compenser ce défaut de compréhension instinctif. Il ne peut pas savoir quand on dit oui à une certaine heure et on dit non à une autre. Donc, on va lui expliquer, bah, les chips, c'est l'apéro, c'est temps, regarde dans ton planning. D'accord donc, on va valider les émotions parce qu'il faut qu'il apprenne à comprendre, reconnaître ses émotions, mais on ne va pas non plus essayer de tasser toutes ces émotions négatives non plus. Pour l'autonomie, si par exemple on dit bah oui, mais il ne sait pas mettre ses chaussures, donc c'est normal que je lui mette le pied quand il met le pied devant, c'est normal que je le fasse. En fait, il y a beaucoup d'enfants qui ont beaucoup plus de capacités qu'on croit, même quand ils sont déficients intellectuels assez profonds. En fait, ils ont plus de capacités. Mais c'est là aussi qu'il faut se faire aider par un tiers, parce que là aussi, il y a des habitudes relationnelles qui sont mises en place. Et puis, un enfant autiste, il aime bien les habitudes, donc il aime bien que ce soit toujours pareil. Donc, si à un moment, maman, quand on tend le pied, elle ne met plus la chaussure, bah, c'est la crise, en fait. Avec un tiers, le tiers, il va lui apprendre un séquençage, il y aura un visuel, et il y aura d'autres personnes qui lui apprendront aussi à mettre les chaussures. Et après, la maman, elle aura la consigne de se désengager de ça et de commencer à estomper son aide. Et puis, les parents, souvent, on les bassine avec la question de la prévisibilité du temps, de la structuration. Oui, mais après, c'est invivable parce que dans la vie, tout n'est pas prévisible. Et donc, aussi, ça peut être bien de dire aux parents, maintenant, vous avez bien structuré son environnement, vous avez le droit d'introduire la notion d'imprévu et ça s'introduit aussi sur un emploi du temps, la notion d'imprévu, pour que l'enfant, il apprenne que dans la vie, malheureusement, il y a tout qui n'est pas prévisible. Euh, donc, autre facteur de risque que je vois de comportement tyrannique chez le TSA, c'est en fait, déjà, ces patients TSA, ils vont avoir beaucoup plus d'autres troubles de santé mentale ou troubles du neurodéveloppement. Donc,
60% ont aussi un TDAH. Ok. Ils ont tous des troubles anxieux. Ils ont le plus souvent des problèmes praxiques qui font qu'ils font moins les gestes. Ils peuvent faire des épisodes dépressifs et beaucoup de TOC sévérissimes. Donc, on a le combo que vous connaissez hein, du comportement tyrannique. Avec en plus de ça, une conscience sociale diminuée, donc peut-être une faiblesse de l'empathie ou pas forcément de conscience que leurs comportements ont du retentissement sur leur entourage. L'accès à des soins est rendu plus difficile parce qu'une fois que vous avez le diagnostic de TSA, bah, ça ferme aussi des portes de la psychiatrie générale, parfois, parce que par exemple, et je le comprends, quelqu'un qui est spécialiste des TOC, il dit oui, je connais les TOC, mais je ne connais pas bien le TSA, alors j'ai peur de ne pas y arriver. Ou par exemple, ok, il a un trouble, ouais, enfin, je dirais qu'à peu près pour tous les diagnostics, le diagnostic d'autisme va faire sentir les spécialistes moins légitimes pour des autres troubles, comme s'il y avait deux mondes, il y avait le monde de l'autisme et le monde des autres soins psychiatriques. Alors c'est difficile parce qu'ils ont besoin des deux connaissances. Et souvent, l'enfant qui a ces troubles, il a presque toujours un assez faible insight, même de bon niveau. Même de bon niveau hein. Je vois des enfants très intelligents qui ont des tocs sévérissimes, avec un insight mais pourri. Donc ils vivent, j'en connais un qui vit comme ça, les pieds qui ne touchent pas le sol dans la cuisine depuis 2 ans. Sa mère lui ouvre des barquettes, elle se fait engueuler pour tout. Et elle lui donne à manger parce qu'il ne peut plus rien toucher parce que tout peut être contaminé. Mais alors, pour soigner, il a fallu l'hospitaliser, puis 2 fois, parce qu'il ne voulait pas prendre les médicaments. Problème sensoriel qui fait qu'on ne prend pas les médicaments. Donc, et puis, lui, il ne prend pas du tout en compte l'intérêt et les points de vue des autres. Il est très intelligent, mais le fait que sa famille vive plus, tout ça, ça ne le fera pas émerger une demande de soins, jamais, parce qu'il n'en est pas là. Donc, l'intérêt de React, ma conclusion, c'est que le profil non verbal, ce n'est pas une indication de React. Je pense qu'il faut effectivement tous les accompagnements dont j'ai parlé avant qui sont et de façon précoce. Mais en même temps, le côté React m'apprend que sensibiliser les parents en début de prise en charge sur les erreurs à ne pas connaître pour pas en fait se retrouver dans une situation de, de trop grande comment dire, perte de contrôle et aussi par le fait de rencontrer d'autres parents, de ne pas s'isoler. En fait, je pense qu'en début de handicap, il ne faut pas qu'ils soient isolés et qu'ils sachent comment ne pas se faire utiliser trop par leur enfant. Ça, c'est vraiment important. Pour les enfants, profil verbal, donc j'ai commencé à faire le React avec des patients qui étaient extrêmement violents à domicile, qui avaient un TSA et qui n'avaient pas de déficience intellectuelle. Je me suis dit, ça va les aider. Et en fait, je me suis pris les pieds dans le tapis parce qu'en fait, leur compréhension sociale était trop faible. Et en fait, les parents de bonne volonté mettaient en place ces trucs, mais en fait, ça prenait pas, voire ça même, pour un que j'ai connu, ça a aggravé sa situation. On ne peut pas, par exemple, appliquer la question de la réponse différée. Parce qu'une personne TSA de ce niveau-là, le différé, ça n'a aucun sens. Ils n'ont pas forcément d'accès au symbolique. Peut-être qu'ils n'auront jamais accès au symbolique, donc les actions symboliques, la déclaration, le sitting. Je ne pense pas que ça a de sens. La possibilité de contrôle de soi est limitée parce qu'en fait, le contrôle, c'est une notion. On a un contrôle de soi si on comprend les tenants et les aboutissants d'une relation. Mais là, ils n'en sont pas à la compréhension de base de la relation. Donc là encore, pour autant, React, ça peut être... Enfin, React. Ce que m'a appris React, c'est que là aussi, il faut un soutien des parents. Mais là, il faut aussi du tiers, il faut des lieux tiers. Il y a des parents, je pense, qui peuvent... Ils sont vraiment... Les enfants sont là, mais les parents sont vraiment dans des vraies situations de tyrannie. Et ce n'est pas une tyrannie qui pourra répondre, à mon avis, avec mon expérience au programme React seul. Il faut des lieux tiers et il faut surtout faire que l'enfant fasse des apprentissages de comportements prosociaux. Il faut qu'ils apprennent certains trucs de base pour les sortir. Et ça, c'est vraiment ce que fait mon unité, notamment des enfants verbaux. On vous dit quand même, il devrait, comment dire, ça donne un peu l'illusion qu'ils comprennent mieux. Ça, c'est vraiment l'autisme. Il parle mieux qu'il ne comprend. Et ça donne lieu à des très graves troubles du comportement. Et on leur parle, on exige trop d'eux. Et en fait, ils ont une très faible compréhension sociale. Et des fois, il faut reprendre sur des bases relationnelles pour arriver à les faire améliorer. Donc, c'est beaucoup la question de leur apprendre des comportements. Et enfin, là où, par contre, je pense que React a sa place, c'est pour les profils verbaux sans déficience intellectuelle, avec une compréhension sociale relativement préservée. Alors, il y a toujours des difficultés dans l'autisme à comprendre toutes les nuances d'une relation sociale, des codes sociaux, mais il faut quand même qu'il y ait ce minima-là
Et c'est vrai qu'un des bons indicateurs, quand je réfléchis avec qui je me suis plantée, c'est les patients qui avaient des troubles du comportement à l'extérieur. Ceux-là, je me suis en général plantée, enfin, même constat que vous. Ça n'a pas été zéro, parce que les parents, ils ont besoin de voir le schéma d'escalade. Ils voient ce schéma de l'escalade, ils pleurent, ils disent c'est exactement nous, enfin, ils se reconnaissent. Donc, comprendre le processus du comportement tyrannique, de ce que ça implique pour eux et dans quoi ça les a coincés, ça peut les aider. Mais avec des enfants avec une compréhension sociale limitée, ça ne va pas aller beaucoup plus loin. Il faudra du tir. Et surtout, j'ai envie de dire, si les enfants ils ont une compréhension sociale préservée et pas de déficience intellectuelle, s'il y a un comportement tyrannique, ben, en fait, c'est comme les autres. Il va falloir chercher s'il a un TDAH, des TOC, un trouble anxieux, parce que c'est ça qui va faire le comportement tyrannique. Je ne voulais pas vous dire le message que les enfants autistes sont tous tyranniques. Ce n'est pas du tout ce que je pense. Mais ceux qui sont là, ils ont aussi une comorbidité autre qui se rajoute. Voilà, aussi, vous avez reçu une famille que je vous avais envoyée, qui a fait une première fois le programme en visio. Ça n'a pas fonctionné parce que je pense que la jeune fille, elle était plutôt dans ce profil-là. Elle a été hospitalisée et ensuite, à la sortie, on l'a pris en hôpital de jour. On a continué à faire du RACT en individuel avec les parents. Et c'est pas trop mal parce que ça, l'hospital de jour, plus les médicaments, plus le REACT, il y a vraiment moins de violence. Elle n'est pas tirée d'affaire, mais il y a vraiment moins de violence. Donc voilà, euh, je vois aussi beaucoup d'enfants TSA avec des TOC sévérissimes, dont je pense que aussi ça passe par une hospitalisation avant qu'on puisse même commencer à parler. On peut parler de REACT avec les parents, mais je pense que des fois l'urgence, elle est aussi d'hospitaliser les enfants. Des fois, c'est des urgences psychiatriques en fait, et ils ont beau passer 14 fois aux urgences, il n'y a jamais de place. Donc, je voudrais pas non plus, comment dire, je continue à insister plutôt sur l'indication d'hospitalisation pour certains, plutôt que les mettre dans des situations trop d'urgence, les mettre dans REACT. Voilà ce que j'avais à dire sur l'autisme.